On va prendre une dernière question de Florence M qui dit: «Pourquoi n'entendons-nous jamais parler d'une opposition en Ukraine comme on en entend parler en Israël, par exemple?» Est-ce qu'il n'y en a tout simplement pas? Ah non, il y en a pas. Ah non, mais il y a plus de parti, il y a plus de presse indépendante, il y a plus rien en fait. Hein, c'est non, non, tout le monde est bien gentiment en train de se remplir les poches à la Rada et à attendre que les subsides tombent, n'est-ce pas? Et tout le monde est dans cette posture évidemment très martiale vis-à-vis de la Russie, même si tous ces gens-là, évidemment, non seulement ne vont pas au front, leurs enfants non plus, leurs parents non plus, tout ça, voilà. Ça, c'est bon pour le bon peuple ukrainien qui, lui, va se faire trucider pour rien, mais parce que ça rapporte beaucoup. Voilà. Donc moi, je suis écœurée, totalement écœurée. Donc non, la démocratie en Ukraine, vous savez, depuis 2014, déjà en 2004-2005, il y avait une première tentative de renversement. Ça s'est maintenu bon an, mal an. Et le président Yanukovych n'était pas non plus un parangon de démocratie. Il ne faut pas non plus... voilà. Mais là, avec l'arrivée de Poroshenko, de Yatsenyuk, enfin toute l'équipe je dirais pas qu'elle a pris l'avion de Washington, mais pas loin. Enfin, le casting a été fait à Washington. Là, on n'est plus du tout dans une configuration d'un régime démocratique. On est dans une configuration d'un régime proxy qui agit pour le compte des États-Unis et de la Grande-Bretagne et d'un certain nombre d'autres, mais enfin surtout pour le compte des États-Unis, contre la Russie, qui en recueille des prébendes colossales et qui conserve cette posture tant qu'on lui demande de la conserver et tant qu'il a intérêt à la conserver. Voilà, parce que sinon, il est évident que l'intérêt du peuple ukrainien, c'est d'arrêter les frais, d'arrêter la guerre, de commencer à avoir une discussion à peu près correcte entre responsables russes et ukrainiens et de trouver les moyens d'apaiser tout ça et de reneutraliser l'Ukraine. Je suis désolée, je pense que la sécurité de l'Ukraine, c'est sa neutralisation. Le problème, c'est que chaque jour qui passe, il y a un peu moins de territoire à neutraliser, si vous voulez. Voilà. Et on peut ajouter aussi que déjà avant la guerre, c'était un des, je crois, 10 pays les plus corrompus au monde, selon les différents classements. Donc la corruption, ça n'aide pas à la démocratie, évidemment. Voilà, je ne sais pas si on a le temps de prendre une dernière question. Ça fait 1h27 que nous on est ensemble. Ça rejoint un petit peu les premières questions. C'est Augustin Dominguez qui dit bonjour, pourrions-nous imaginer en cas d'escalade et attaque de Moscou par nos missiles, la destruction des usines de fabrication de ces missiles dans nos pays respectifs en réplique russe? Bah là, si c'est ça, c'est la fin, hein, c'est la fin des haricots. C'est la fin des haricots. C'est pour ça que tout ça est tellement absurde. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on espère? Moi, j'ai du mal à savoir. Qu'est-ce qu'on espère? Est-ce qu'on espère que Vladimir Poutine sera intelligent, plus intelligent que nous, et finalement va se laisser déborder pour ne pas arriver à la guerre mondiale? Ou est-ce qu'on espère pouvoir aller si loin qu'on arriverait à le faire tomber? J'aimerais bien voir ça. Il est passé de 78 à 75% de taux de popularité dans les derniers sondages. Bon. Je ne ferai pas l'offense à nos dirigeants européens. Voilà, on va me dire tout est faux en Russie, les sondages sont faux, etc. Tandis que chez nous, c'est bien connu, ils sont très vrais. Bon. De toute façon, enfin, voilà. Donc, est-ce qu'on espère ça? Est-ce qu'on espère qu'on va arriver à le dégager finalement? Démembrer la Russie, alors là, comme on y va, mais même sans démembrer la Russie, avoir derrière lui quoi? Un plus tendre? Un plus doux? Un plus gentil? Un nouveau Yeltsin peut-être? Parce que c'est quand même ça notre rêve. Nous, on aime les Yeltsin. Nous, on aime les hommes, voilà, qui portent beau, qui boivent beaucoup, qui sont aussi très corruptibles et qui font en sorte que, eh bien, nos intérêts économiques soient dûment représentés dans le pays. Voilà. Bon, ça, je pense que le nouveau Yeltsin, je suis pas sûre qu'il ait une durée de vie très importante à Moscou. En revanche, les ultras russes, il y en a.
Hein, il y en a. Il y a des gens. Il y a des gens bien pires que Vladimir Poutine, bien pires. C'est pour ça que l'obsession Poutine, elle est suicidaire pour moi. Elle est folle. Elle est folle. Elle est folle pour nous. Et encore une fois, c'est nous, les Européens, qui sommes en première ligne. Même si Lavrov a dit dans ses dernières déclarations quelque chose qui est assez inquiétant. Il a dit, oui, les Américains s'imaginent qu'ils ne seront jamais touchés, qu'il n'y a que les Européens qui vont payer à leur place et qui seraient touchés par éventuellement nos armes en cas d'escalade dramatique. Bon, de l'air de dire, il faut arrêter de rêver votre life. Vous aussi, vous êtes éventuellement en danger. Bon, mais si vous voulez, c'est quand même pourquoi, qu'est-ce qu'on cherche, qu'est-ce qu'on veut à la fin, qu'est-ce qu'on espère? Est-ce qu'on espère démembrer la Russie? Mais on rêve éveillé. Voilà. Donc la Russie, elle est là, elle a été poussée, vraiment poussée, elle a réagi, et maintenant, eh ben, c'est le rouleau compresseur russe. Donc il faut arrêter cette folie, de mon point de vue. Voilà. D'autant que la Russie n'est pas du tout isolée comme on le prétend ici en Elle Occident. pas du tout isolée, et de moins en moins, et plus on cherche à déstabiliser d'autres parties du monde, plus on va avoir affaire à forte partie et plus on va renforcer le couple sino-russe. Voilà.